Bonjour les cinquièmes. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la correction de la première partie de la séquence sur le monde au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique. Donc vous avez normalement téléchargé le PowerPoint et donc on va commencer par un des thèmes importants de cette séquence qui concerne tout simplement la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Alors, toujours une vidéo divisée en deux parties. Je commence par vous expliquer ce qu'il fallait faire, vous donner les corrections et puis ensuite je vous explique ce qu'il y a à faire pour la semaine prochaine. Alors, vous avez normalement noté dans votre cahier d'histoire sur une nouvelle page le titre de la séquence, du coup qui est ici, la problématique, comment l'Europe s'est-elle adaptée aux découvertes du XVe siècle. Et pour commencer, pour introduire un peu cette séquence qui est quand même assez fondamentale pour essayer de comprendre comment les Européens vont voir leur mentalité et leur vision du monde changer avec ces grandes découvertes du XVe siècle, je vous ai montré trois cartes différentes. Alors, une carte qui vous montre une carte du monde de Martellus de 1490. J'ai également noté en deuxième une carte, cette fois-ci réalisée en 1630, du coup un peu plus tard, donc on est dans le siècle suivant, dans 2 siècles plus tard plutôt. Et puis bien entendu, ici vous avez une carte qui est une carte actuelle, c'est-à-dire celle que vous avez l'habitude de travailler en géographie, vous avez tous les pays du monde. Donc pour vous montrer trois manières de représenter le monde différentes. Trois manières différentes simplement parce que les connaissances n'étaient pas les mêmes et forcément ça influe sur la qualité et l'exactitude de la représentation de la carte. Alors, je vous demandais d'ailleurs de faire un petit exercice de comparaison entre les deux premières cartes que je vous ai montrées à travers un tableau. C'est-à-dire vous deviez me trouver des différences, trouver des choses assez intéressantes sur les deux cartes, à savoir les continents qui étaient représentés dans les deux cartes. Ensuite, qu'est-ce qu'il pouvait manquer ou être mal représenté. Et puis, du coup, celles au contraire qui étaient plutôt bien connues, ces régions bien connues. D'accord ? Alors, si on regarde la première des cartes, donc ici, la carte avant la découverte de l'Amérique, on se rend compte que le monde est vu d'une manière assez différente du monde tel qu'il existe réellement. On se rend compte qu'il y a un continent ici qui est assez bien représenté, qui est donc l'Europe. On a l'Afrique qui, sur la partie du nord, est plutôt fidèle. Par contre, dès qu'on va vers le sud, on se rend compte que ça part, c'est plus du tout réaliste. L'Asie, le début de la partie asiatique, donc la partie est de l'Asie est plutôt représentée fidèlement. On voit bien la Turquie ici qui est plutôt fidèle. On voit même la péninsule arabique, ça représente, c'est assez correct. Par contre, dès qu'on s'éloigne, là, on tombe sur un peu quelque chose qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire que là, on a donc l'Inde qui est un peu représentée ici, mais qui devrait être un peu plus proche. Ici, on a la partie de l'Asie du Sud-Est qu'on devine ici avec cette carte, mais qui est donc représentée pas du tout fidèlement, c'est plutôt exagéré. Finalement, on se rend compte que plus on s'éloigne, plus on a tendance à amplifier finalement les territoires, c'est-à-dire, vous remarquez, on a moins de détails et surtout, on a des territoires qui commencent à devenir vraiment vastes. Alors, pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que nos connaissances en Europe à cette époque ne sont pas extrêmement variées, extrêmement importantes sur beaucoup de régions du monde. Les voyageurs sont très rares à pouvoir aller très loin. On avait peut-être eu l'occasion de l'évoquer un petit peu dans une séquence précédente. Un des Européens qui a réussi à aller jusque en Chine, c'est Marco Polo, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quasiment inédit. Très peu d'Européens sont allés finalement en Asie et surtout en Extrême-Orient et sont revenus parce que le voyage est long, compliqué, il faut traverser des massifs montagneux extrêmement importants et c'est quelque chose qui prend des années et des années. Du coup, finalement, on a très peu de personnes, c'est juste qui vont jusque là-bas. On a plutôt des récits et des choses qui viennent par relais, c'est-à-dire des personnes qui se redonnent des informations. Or, vous avez peut-être déjà constaté, quand on donne une information à quelqu'un qui va ensuite la redonner à une autre, on a tendance à un peu perdre l'exactitude des informations. Et puis, plus c'est éloigné, plus c'est mystérieux, plus on a tendance à amplifier les phénomènes et à considérer que tout ce qu'on a vu était beaucoup plus important, beaucoup plus extravagant ou incroyable que ce que l'on peut imaginer réellement. Donc finalement, toute cette partie de l'Asie ici est plutôt fantasmée, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'imaginaire qui ne repose pas réellement sur beaucoup de connaissances très précises. C'est pareil pour la partie sud de l'Afrique. Alors, on pouvait donc noter que les continents représentés, on a l'Europe, on a l'Afrique et on a l'Asie, que ceux qui étaient les parties de continents ou les continents complets qui étaient plutôt inconnus ou mal représentés, on a l'Afrique qui sur la partie sud est vraiment représentée un peu n'importe comment, l'Asie est quand même incomplète, finalement ce territoire il est quand même assez mal représenté, l'Amérique
finalement l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud complètement absents. On n'imagine pas que ces deux continents existent. Et puis l'Océanie complètement aussi occultée. Forcément, c'est trop éloigné. On n'a aucun retour sur des terres qui pourraient exister dans cette partie du monde. En ce qui concerne la région qui est vraiment bien représentée, c'est vraiment l'Europe. Le pourtour méditerranéen est très bien connu, on voit bien donc, toute cette partie-là, donc l'Europe est plutôt méditerranée, c'est-à-dire que les côtes africaines du nord de l'Afrique ainsi que les côtes de l'Asie au niveau méditerranéen, et bien là c'est par contre bien représenté. Quand on regarde par contre la carte de 1630, donc là on bascule, l'Amérique a été découverte, on a eu des explorateurs qui ont fait pas mal de voyages, on se rend compte que là, tout d'un coup, la carte elle ressemble un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir dans nos cartes actuellement. Alors déjà on se rend compte que l'Europe est toujours bien représentée, c'est un peu logique. L'Afrique tout d'un coup reprend des proportions qui sont, on va dire, cohérentes. On retrouve bien l'Afrique avec même Madagascar qui est représentée. En ce qui concerne l'Asie, là aussi, là cette fois-ci, c'est cohérent, ça représente complètement ce qu'on peut voir aujourd'hui, tout comme l'Asie du Sud-Est. Par contre, on se rend compte qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètes, c'est-à-dire que vous allez en Océanie, on voit le début de l'Australie, par contre, il manque on voit que la carte, on a l'impression qu'elle n'a pas été terminée. En fait, c'est qu'on manque encore de connaissances sur certains espaces, et c'est pareil en Amérique, c'est-à-dire que l'Amérique, cette fois-ci, apparaît, ça y est, on peut la localiser, on a conscience que c'est un territoire qui est donc complètement indépendant de l'Asie, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une espèce de globe où on a justement l'Asie qui arrive du coup de l'autre côté de l'océan Atlantique. Non, non, cette fois-ci on voit bien qu'il y a un continent qui sépare l'Asie de l'Europe sur la partie occidentale, c'est donc l'Amérique avec l'Amérique du Sud, bien représentée, qui représente fidèlement l'Amérique du Sud. Quant à l'Amérique du Nord, là on se rend compte qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose, simplement parce qu'il n'y a pas eu d'explorateurs qui sont allés aussi loin sur la partie nord, tout simplement parce qu'on arrive dans des territoires assez difficiles d'accès à cause des glaces, à cause de tout ce qui va être lié aux températures et aussi aux conditions de navigation maritime trop compliquées. On constate quand même qu'il manque quelque chose ici. Dans les deux cas, l'Antarctique, lui non plus, n'a pas encore été découvert. Alors, on peut donc marquer qu'on a cette fois-ci l'Europe, l'Afrique, l'Asie, les Amériques et l'Océanie qui sont représentés. Alors après, l'Amérique du Nord et l'Océanie sont incomplets. J'ai oublié de noter dans la liste d'ailleurs, il n'y a pas non plus l'Antarctique, donc rajouter l'Antarctique est complètement absent. Et puis également, on a donc l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud qui, eux, sont des territoires très bien représentés. On passe donc maintenant à un récit où on va expliquer justement l'impact de la découverte finalement de l'Amérique pour les Européens et la perception qu'ils ont du monde. Alors déjà, pour commencer, on va mettre fin à un mythe qui pourrait être connu pour certains, de dire que la Terre était considérée comme plate avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Ça, il faut savoir que c'est faux. Tous les milieux savants de l'époque de Christophe Colomb, avant même la découverte de l'Amérique, sont conscients que la Terre est une sphère, c'est-à-dire que la Terre est ronde. Ça, c'est une connaissance qu'on a depuis très longtemps. En fait, si on regarde les écrits des savants de l'Antiquité, on se rend compte que depuis la Grèce antique et depuis notamment Ératosthène au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc ça date un petit peu, ça fait donc très longtemps avant Christophe Colomb qu'on a conscience que la Terre est de forme sphérique, et ça c'est lié forcément à des observations et puis à des calculs mathématiques. Vous pourrez demander à votre professeur de maths de vous expliquer pourquoi. Par contre, donc si jamais vous voulez essayer de comprendre un peu plus en détail tout ça, vous avez une vidéo de C'est pas sorcier facilement trouvable sur les plateformes de vidéos comme YouTube où vous pouvez regarder la vidéo. Ça c'est intéressant, ça dure peu de temps, ça dure un peu plus d'1 minute et c'est assez intéressant. Par contre, on a quand même quelque chose qui reste assez obscur, c'est de savoir tout simplement quelle est la surface totale de notre planète. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de données forcément très précises sur la distance qu'il y a, par exemple, entre un point et un autre, puisqu'on n'a pas encore fait l'état des lieux complet de ce qu'il y a sur la planète. Donc on a un peu ce facteur inconnu qui est de savoir les distances. Et ça fait peur, parce qu'à un moment donné, on pourrait se tromper, et si on se trompe et que la Terre est plus importante qu'elle ne le paraissait à la base, ça peut avoir des conséquences importantes sur, par exemple, un navire qui tenterait de traverser l'océan Atlantique et qui essaierait de retrouver les prochaines terres de l'autre côté de cet océan. Alors, d'ailleurs, quelque chose d'important, comme on n'a pas conscience de l'existence de l'Amérique, on imagine forcément que si on part
du coup à l'ouest depuis l'Europe, on devrait arriver sur le continent asiatique. Alors ça veut bien entendu dire qu'on a conscience que l'océan ici, il a une surface, mais qui ne doit pas non plus être du coup très très important, et qui permettrait du coup de pouvoir rejoindre l'autre continent assez facilement. Alors bon, la carte ici, c'est une carte on va dire actuelle, bien entendu, là on n'est pas sur une carte du Moyen-Âge. Alors, d'ailleurs, pour venir justement sur la perception qu'ont les Européens de l'époque, alors, quand on regarde ici deux documents, vous avez le monde réel que j'ai mis de ce côté-ci, et puis ici, donc la perception du monde de Christophe Colomb. C'est-à-dire que tout ce qui se superpose par-dessus, ici, montre un peu l'idée de ce que devrait, d'après Christophe Colomb, de ce qu'on devrait trouver si on traverse l'océan, du coup, l'océan Atlantique, d'est en ouest. Alors, vous voyez qu'on a ici l'Asie, qui apparaîtrait pour par-dessus finalement l'Amérique du Nord. Et ce qu'on appelle Cipango, donc dans les récits de l'époque, c'est tout simplement le Japon. On se rendrait compte que le Japon serait situé ici. Donc vous voyez qu'il y a quand même des grosses méconnaissances finalement de la cartographie réelle à l'époque de Christophe Colomb, quand il va justement essayer de découvrir finalement un passage pour passer par l'ouest. Il n'essaye pas de découvrir un nouveau continent. Lui, il essaye tout simplement de rejoindre l'Asie par une nouvelle route. Et ça, c'est très important. Alors, ces connaissances qu'il a de ces territoires asiatiques, il les a, comme je vous l'ai dit, depuis acquis, finalement, ces connaissances, il les a acquises grâce à Marco Polo, qui a donc écrit un certain nombre d'informations, un certain nombre de choses sur son voyage, son périple en Asie, et qui va donc lui permettre d'avoir des connaissances, mais des connaissances forcément erronées. Alors, on commence avec la séance 1. Comment les Européens ont-ils entrepris leur voyage d'exploration? Avec un premier document qui explique le projet de Christophe Colomb. Alors, quel est son projet? C'est tout simplement de rejoindre l'Asie en traversant l'océan Atlantique, c'est-à-dire essayer de trouver une route par l'ouest, alors qu'on avait l'habitude de pouvoir passer par l'est. Alors, justement, à l'aide de ta tablette, trouve qui est le Grand Khan et où se situent les Indes dont parle Christophe Colomb dans le document. Alors, il faut savoir que le Grand Khan, en fait, c'est le souverain de la partie est de l'Asie, qui est très important à cette époque, qui est finalement peut-être le plus gros souverain de la période, c'est-à-dire celui qui gère le plus grand territoire, et qui a été rencontré donc par Marco Polo, c'est-à-dire Marco Polo, quand il a fait son voyage en Asie, il a tout simplement rencontré le Grand Khan, il est devenu même un de ses serviteurs, et il a donc pu raconter dans ses récits beaucoup de choses sur lui et sur son empire, et son empire est considéré comme gigantesque et surtout extrêmement riche. D'ailleurs, son empire, si on regarde la carte de l'Asie, il englobe finalement toute cette partie de l'Asie, ce qui veut dire que c'est énorme, d'accord? C'est peut-être le plus grand empire de l'époque, du moins c'est le plus grand déjà en surface, et en termes de richesse et d'administration, c'est quelque chose qui n'a rien à envier avec les territoires européens, bien au contraire, c'est vraiment un souverain très très important. Alors, à l'aide de la réponse à l'exercice 1 et du texte, c'est vu pourquoi Christophe Colomb choisit une route maritime pour son voyage. Pour lui, tout simplement, il essaye de trouver une route plus courte, plus facile d'accès, et il est persuadé que s'il traverse l'océan Atlantique d'est en ouest, il va tomber sur ce territoire directement et qu'il n'aura donc pas besoin de passer par toutes les étapes intermédiaires qui sont nécessaires si on passe par la route classique, c'est-à-dire passer par le Moyen-Orient avant d'arriver en Asie centrale, puis ensuite passer en Asie de l'Est. Là, c'est quand même un périple très long, voire quasiment impossible à faire pour un Européen. Si on passait par l'ouest, on arriverait directement vers le territoire visé. Donc c'est vraiment l'objectif. Alors, document 2. Colomb arrive en Amérique. Donc là, vous avez cette fois-ci une illustration où vous deviez vous deviez réaliser un exercice avec plusieurs choses. Déjà, premièrement, vous deviez identifier les objets qu'apportent les Européens à terre quand ils arrivent à découvrir ce nouveau territoire. Alors, je vous rappelle que pour eux, ils n'ont pas conscience de découvrir quelque chose. Ils pensent être arrivés à destination, celle qui était prévue, c'est-à-dire ils pensent être arrivés tout simplement au Japon. En tout cas, dans des terres asiatiques, ils n'ont pas conscience qu'ils sont arrivés en Amérique. Alors, les trois éléments que je voulais que vous retrouviez, c'était la croix, qui est quand même bien représentée ici. Donc, on voit bien que c'est un objet qui est descendu directement du navire quand ils arrivent sur place. Vous avez également des armes, qui étaient quand même assez visibles. Et puis, pour terminer, vous avez aussi des étendards assez nombreux. Alors, ces trois choses ont des significations différentes. La croix qui représente la religion chrétienne catholique, puisqu'on est face à des Européens qui sont de religion catholique, et qui vont donc projeter finalement leur religion à travers leur découverte, donc c'est important, ils le mettent assez en avant.
Les étendards qui représentent tout simplement eh bien, la nation qu'ils représentent ou en tout cas le souverain qu'ils représentent, puisqu'à l'époque les étendards sont liés à un souverain, et donc ça montre qui vous êtes, votre identité si vous voulez. Et puis les armes bah, pour se défendre ou pour peut-être même agresser si jamais. Alors à côté vous aviez un autre document, c'était donc un extrait du journal de bord de Christophe Colomb après la découverte donc, de l'île d'Hispaniola. D'accord. Alors vous aviez un document assez long mais assez facile à comprendre avec plusieurs questions. À quoi s'intéresse principalement Christophe Colomb quand il rencontre les habitants de l'île? Plusieurs réponses étaient attendues, puisqu'on a quand même pas mal d'éléments qui étaient donnés dans le document. Alors déjà, premièrement, on se rend compte qu'il s'intéresse déjà à la religion, c'est-à-dire quelle est la religion de ces habitants de ce territoire, quelle est leur religion. Ensuite, il s'intéresse également à leur richesse, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont de l'or, est-ce qu'ils ont quelque chose qui pourrait être utile. Là, l'objectif, c'est vraiment d'être rentable. On n'est pas du tout dans une phase de découverte uniquement pour la beauté du geste, ou en tout cas pour des connaissances, on va dire, générales utiles à l'humanité. Hein. Là, Christophe Colomb, lui, il a un objectif, c'est de s'enrichir, ou du moins enrichir aussi le souverain qui l'a financé. Il faut savoir que son expédition a été très difficile à mettre en place. De base, il est allé voir plusieurs souverains pour essayer de lui donner les finances nécessaires pour faire son projet. On ne prend pas ce genre d'expédition avec peu de moyens. On a besoin de beaucoup d'argent pour avoir des navires. À l'époque, on ne les fabrique pas déjà comme aujourd'hui, c'est déjà cher aujourd'hui, mais à l'époque, c'est excessivement cher. Donc, avoir des navires robustes, c'est coûteux. Avoir un équipage qui accepte de vous suivre également, c'est coûteux. Hein. Et puis, en même temps, il faut réussir à trouver des motivés, parce que vous passez par une route où personne n'est jamais allé. Vous imaginez que les risques de ne jamais revenir sont quand même assez importants. Et puis, vous avez besoin d'un certain nombre d'équipements qui va coûter très cher. Donc, il va aller voir plusieurs souverains, dont le roi de France de l'époque, qui va lui dire non, non, je ne suis pas intéressé, par exemple. C'est dommage pour lui. Et il a réussi à trouver donc, les souverains espagnols, donc la reine de Castille et le roi d'Aragon, qui lui ont dit ok, on te finance, il n'y a pas de problème. Et donc, par contre, eh ben, lui, il va leur promettre que si jamais il le finance, ben, quand il va arriver en Asie, comme c'est un territoire qui est censé être très riche, il va leur ramener beaucoup de richesses en retour. Donc, il va s'intéresser très très largement aux richesses comme l'or. Et pour terminer, il s'intéresse aussi aux terres, c'est-à-dire pour les terres, est-ce qu'elles sont fertiles, est-ce qu'elles permettraient par exemple de cultiver, de rapporter des denrées alimentaires à ce souverain, à ces souverains. Alors, à quoi ressemble le nom de l'île, d'après toi, qu'il a baptisé ainsi? Alors l'île Hispaniola, donc ça représente, ça ressemble à Espagne hein, tout simplement, hein. C'est donc un nom qui a été donné par Christophe Colomb à ce territoire. Il faut bien imaginer que les locaux de cette région-là n'ont pas donné ce nom-là à cette île. D'accord. Donc cette île, en fait, elle est renommée directement par les Européens qui viennent et qui vont donc lui donner un nom. Ça, c'est quelque chose qui va se faire beaucoup par les explorateurs qui vont donc découvrir des terres, comme si ces territoires n'existaient pas avant leur arrivée et nécessitent du coup d'être nommés. On utilise quasiment jamais les noms locaux, on utilise plutôt des noms qu'on va reprendre sur des personnages ou sur des régions européennes et qui vont donc permettre eh bien, de les cartographier et puis bien entendu de se les approprier. Nommer, c'est en partie commencer à s'approprier quelque chose, c'est-à-dire qu'on maîtrise ensuite l'appellation de la zone et donc ça veut dire que ça appartient un petit peu à nous. Alors, ensuite, ah oui, j'ai oublié une chose pour la question 1, il demandait aussi si le territoire pouvait être conquis, donc là ça va être important aussi, est-ce que derrière on va avoir des difficultés à s'en emparer? Alors, relie les centres d'intérêt à des représentations présentes dans le document 2 dans un tableau. Alors pour cela, eh bien, j'ai repris donc l'illustration qui était au départ proposée dans le document précédent, où vous aviez la croix, l'étendard et les armes, et on se rend compte que par rapport au récit, c'est-à-dire du carnet de bord finalement de Christophe Colomb, eh bien, les éléments qui sont représentés dans cette illustration font un peu référence à ce qu'il recherche. La croix qui représente la religion chrétienne, par rapport à la religion qu'il va essayer de deviner des indigènes, son objectif va être tout simplement de les convertir. C'est-à-dire qu'il considère que la seule religion valable, c'est la religion chrétienne, comme tout Européen de l'époque. Hein, sa religion est la religion unique qui devrait exister. On n'a pas de tolérance, on n'a pas non plus de notion de cohabitation avec d'autres religions. On pense qu'il y a une manière de croire, et on avait vu que si on n'était pas dans cette façon de croire, eh bien on pouvait avoir des ennuis. Donc là, vous avez des territoires où il y a des religions différentes qui vont être complètement dénigrées, et on va essayer d'imposer la religion chrétienne pour toute la population qu'on va découvrir. Les étendards qui vont essayer de montrer l'identité et l'appartenance d'un territoire ou de population, et là ça va servir eh bien, à la conquête des territoires. Première chose qu'on fait, quand on débarque, on plante son drapeau en disant ici désormais c'est chez moi, ou du moins
c'est chez mon souverain. Donc là, Christophe Colomb étant mandaté par des souverains espagnols, les terres qu'il va découvrir, il va dire désormais c'est la propriété des royaumes d'Espagne. Et ça, c'est important. Donc les terres vont donc être réutilisées au profit de l'Espagne, et si on retrouve des richesses, elles vont être bien entendu récupérées pour être renvoyées en Europe. Ensuite, le territoire, bien entendu, on a conscience qu'il y a des habitants, et donc est-ce que derrière ces habitants vont résister à l'occupation, ou en tout cas à la conquête du territoire, et donc c'est pour ça qu'on a les armes qui sont représentées là. On va être capable de venir prendre le territoire par la force. Alors, je termine avec un dernier petit récit pour terminer ce début de travail, avec l'impact de la découverte de l'Amérique en Europe. Alors, quand on a Christophe Colomb qui revient, c'est un retentissement important en Espagne. Tout d'un coup, on se dit, wow, ça y est, il a réussi, il est revenu des Indes. Alors, il est revenu des Indes parce qu'on n'a pas conscience encore que c'est un nouveau continent qui a été découvert. Il rentre et il ramène avec lui un certain nombre de richesses qu'il a réussi à trouver. Il ramène également des autochtones, c'est-à-dire des habitants de ces territoires-là, pour les montrer un peu, pour faire le spectacle. Et ça a une importance capitale parce que là, on se rend compte que tout d'un coup, on a un accès à un territoire qui pourrait receler beaucoup de richesses, qui est aussi facilement, on va dire, récupérable, puisqu'on a quand même des indigènes qui sont au niveau technique beaucoup moins évolués que les Européens et donc qui ne pourraient pas facilement faire face à une invasion des Européens. Donc les Européens, quand ils rentrent, ils disent tout simplement ces terres sont là, elles sont accessibles, et en même temps elles sont facilement récupérables. Donc c'est vraiment quelque chose qui va inciter aussi les Européens à renvoyer des expéditions pour essayer de récupérer le plus de territoire possible et essayer justement de développer leur connaissance de la région. Alors, j'en ai fini avec le travail qu'on avait à faire aujourd'hui. J'espère que vous avez bien pris les corrections de ce que je vous ai donné. Vous avez à faire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire pour la semaine où on se retrouve, les diapositives 9 et 10 du PowerPoint, donc c'est les diapositives suivantes, où vous avez un QCM qui va être posé sur École Directe, donc vous aurez la possibilité d'y répondre en regardant une vidéo qui vous montre tout simplement le périple de Magellan. Magellan qui est donc le premier Européen à faire le tour du globe. C'est donc un exploit assez important. Donc prenez bien les corrections, respectez les codes couleurs, et puis nous, on se retrouve pour corriger tout le reste, quand on se retrouve lundi ou mardi prochain en fonction de votre classe. Allez, à bientôt, bonne fin de semaine.